Bonjour. 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 Je suis Florence Roubleau, je succède à Valérie Lemont à la direction de Natexpo et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce 6e webinaire dont le sujet est Anticipons le monde de demain. Vous êtes plus de 2500 à nous suivre tous les mois dans ce cycle de webinaire Natexpo que nous avons lancé en mars dernier pour garder le lien avec vous parce qu'on trouve qu'un an entre deux événements physiques, c'est un peu long. Donc bienvenue à vous, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux. Pour commencer, 2 mots très brefs sur l'ASPAS. L'ASPAS est une société qui a été créée il y a une quarantaine d'années par Violette et Claude Dumont et dont la direction a été reprise par Patricia Bertonier-Massip en 2010. Patricia s'est appuyée sur des salons qui existaient depuis quelques années et en a créé des nouveaux et a conduit l'ASPAS à devenir le premier organisateur d'événements professionnels et grand public dédiés au bio, au bien-être et au développement durable. Aujourd'hui, l'ASPAS, c'est une trentaine de manifestations, environ 6 000 exposants et 500 000 visiteurs. Et à côté de ça, nous avons créé en 2015 une place de marché qui s'appelle Sevelia, dédiée également au bio, au bien-être, au développement durable et qui s'adresse à nos exposants et à d'autres. Parallèlement à ça, l'ASPAS répond à des appels d'offres d'institutionnels comme Biocoop, comme l'agence bio, même comme des régions avec Medfed, pour organiser des événements et comme Natex Bio pour l'organisation de Natexpo. Donc Natexpo, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. L'ASPAS en a repris l'organisation en 2013 et au fur et à mesure, nous avons vu le salon grandir. Cette année, nous attendons 2500 exposants et marques, 20 000 visiteurs professionnels, français et internationaux. Il est le seul salon qui couvre l'ensemble de la filière, l'alimentation, les cosmétiques, les compléments alimentaires, les ingrédients, les services aux magasins et les marques. Et puis, il y a aussi bien des grosses entreprises comme Etibio, par exemple, que des plus petites pépites, près de 250 cette année. Donc ça, c'est du côté des stands. Mais on a aussi pas mal de forums. Biolinéaire anime, par exemple, le forum des biotendances. Ça représente à peu près une dizaine de forums thématiques pour décrypter les tendances, s'informer du marché, rencontrer des experts et mettre en valeur les innovations des acteurs du secteur. Les innovations, on en a beaucoup sur ce salon. Près de 300 candidatures ont été enregistrées pour les trophées. On a plus de 200 exposants qui ont déjà inscrit des produits à la galerie des nouveautés. Voilà, donc je vais laisser la parole à Philippe Delrange. Je te laisse te présenter, Philippe, présenter les autres intervenants. Et puis, on est à votre disposition pour répondre à vos questions sur le chat. Oui, bonjour. Donc, je suis Philippe Delrange, directeur de publication du magazine Biolinéaire, magazine que nous avons créé en 2005, mais qui est déjà la suite d'un autre magazine que certains d'entre vous avaient connu, c'était Du sol à la table, qui était né en 87 quand le cahier des charges avait été reconnu par le ministère de l'Agriculture. Et même historiquement, Du sol à la table était la suite d'un journal agricole qui s'appelait Agriculture et Vie, qui était né en 1964. Donc, on a une longue expérience dans l'agriculture biologique. Aujourd'hui, Biolinéaire est quand même recentré sur une cible qui est principalement les professionnels de la distribution. Notre spécialité est quand même sur la distribution. On diffuse en France, en Suisse et en Belgique. La Belgique est donc notre deuxième secteur de diffusion. Oui. Et nous existons, donc Biolinéaire, depuis 2005. Et on a toujours été partenaire de Natexpo. À l'avant, c'était Dietexpo, et avec une autre organisation, d'autres fédérations qui géraient aussi ce salon. Donc aujourd'hui, Natexpo m'a demandé d'animer ce webinaire. Le thème, je le répète, c'est Anticipons le monde de demain. Nous allons le développer sur quatre axes principaux qui seront les tendances, la distribution, la consommation et l'économie circulaire. Nous avons pour animer ce webinaire 3 invités de profils très différents et c'est intéressant. Donc, on va commencer par Vincent Ricordo. Vous êtes le PDG de KissKissBankBank. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est peut-être se présenter un après l'autre. Je vous laisse donc la parole pour vous présenter en quelques minutes. Bonjour, je m'appelle Vincent Ricordo, je suis effectivement l'un des 3 fondateurs et en l'occurrence le président de KissKissBank et compagnie. On est historiquement le pionnier et le leader du financement participatif en France. On a monté des plateformes qui permettent aux particuliers de financer des projets d'abord artistiques, puisque c'était nos milieux d'origine, puis associatifs, puis entrepreneuriaux. Donc aujourd'hui, on finance on va dire 30 ou 40 millions d'euros par an de projets dans ces 3 catégories,
en suivant récemment une catégorie qui va nous intéresser pour les débats d'aujourd'hui, à savoir les entrepreneurs for good, ou en tout cas les entrepreneurs qui cherchent à dénicher des modèles rentables évidemment, mais avec un impact positif sur la société, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau social. Voilà, on a 4 plateformes aujourd'hui. Donc une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank, que vous connaissez tous, qui est la plus connue, qui existe depuis 2009, qui a collecté quasi 200 millions d'euros pour les milieux, encore une fois, culturels principalement, et qui depuis, encore une fois, quelques années est très très présente sur l'entrepreneuriat for good. On a une deuxième plateforme qui s'appelle Goodid, qui est une plateforme où on finance les associations. Ce sont les annonceurs qui payent les dons pour vous. Donc en fait, vous visionnez une publicité et c'est l'annonceur qui paye le don à l'association que vous avez choisie. On a une troisième plateforme qui s'appelle Microdon, que vous connaissez aussi, qui est l'inventeur de l'arrondi en France et quelques enseignes que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais de grande distribution, où vous pouvez en caisse arrondir vos achats et donner l'arrondi à des associations que vous avez choisies. Et puis ça, c'est notre troisième plateforme. On a une quatrième qui s'appelle Lendopolis, où là, on n'est plus dans une logique de don comme sur les 3 premières, mais dans une logique d'investissement, puisqu'on vous propose d'investir directement en tant qu'épargnant dans des projets de la transition énergétique, principalement sur l'éolien du photovoltaïque aujourd'hui, bientôt sur le biogaz, la méthanisation, la reforestation, et qui vous permet de placer votre épargne intelligemment. Donc, historiquement, notre mantra chez KissKiss, c'est reprenons le pouvoir sur notre argent. On essaye de faire en sorte de créer des canaux pour qu'on puisse, en tant que citoyen, utiliser notre argent dans des thématiques qui permettent de construire un monde meilleur. Voilà la mission de KissKissBankBank et compagnie aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a un autre entrepreneur, jeune finalement. Vous avez commencé, Vincent, Justin, vous avez commencé une aventure, vous, si j'ai bien compris, les renseignements que j'ai collectés, sans aucune expérience de la distribution. Ça, c'est certainement. Et a priori, vous réussissez plutôt très bien, hein, avec un nom d'enseigne qui dit presque tout. Nous, épicerie anti-gaspi. Je vais vous laisser continuer votre présentation, mais on est ravis de vous accueillir parmi nous. Merci, c'est gentil. Ouais. Donc, c'est un projet que j'ai cofondé avec Charlotte Mann, mon associé. On a lancé notre premier magasin en mai 2018. Effectivement, on n'est pas du tout issu de la distribution et je pense que le projet a réussi à exister justement parce qu'on ne venait pas de la distribution, parce que, en fait, pour réaliser des approvisionnements aussi erratiques, irréguliers et imprévisibles que les approvisionnements qui remplissent nos magasins, il faut sortir des schémas habituels de la distri parce que sinon le processus et la logistique n'est pas possible. Donc en 2 mots, c'est un réseau aujourd'hui de 20 magasins, c'est de la distribution alimentaire. On propose à nos clients des produits frais, des fruits et légumes, tous les produits frais, épicerie salée, sucrée, etc. Donc on a l'impression un peu d'être dans une petite supérette traditionnelle. La seule différence, c'est qu'en fait, tous ces produits étaient destinés à être jetés ou en tout cas mal valorisés pour les producteurs. Et les raisons pour lesquelles les produits sont chez nous, c'est que ils ont soit des petits problèmes d'aspect, donc on pense évidemment aux fruits et légumes moches, hein, c'est le premier truc qui vient en tête, mais ça peut être aussi des problèmes de date courte, packaging abîmé, problèmes logistiques en cours de distribution, voilà, et ainsi de suite. Et donc, on achète, nous, ces produits aux producteurs et aux transformateurs. Donc, c'est en amont de la distribution. On les achète avec une décote de 20 à 30% à nos producteurs et on applique ce même rabais à nos consommateurs finaux. Donc, avec un choix de produits, en tout cas, le plus qualitatif possible, notamment sur les sujets, on va en parler, je pense, un peu plus tard, de bio ou d'agriculture raisonnée, mais aussi avec toujours une sélection la plus qualitative possible. Donc, ce n'est pas chez nous que vous allez trouver les produits les moins chers. Si vous voulez des biscuits premier prix, chez des distributeurs discount, vous aurez les biscuits les moins chers du marché. Par contre, chez nous, vous trouverez des biscuits de marque, de qualité, à un prix décoté. Donc, ça permet soit à des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget de se faire plaisir sur des produits qui n'ont pas l'opportunité d'acheter autrement, soit sur des personnes qui ont envie de consommer différemment, d'avoir la possibilité de faire leurs courses chez nous tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Voilà, et donc on est sur un rythme de croissance d'1 magasin par mois et on s'est développé principalement dans l'Ouest à l'origine. On a lancé le projet à Rennes
puis dans toute la Bretagne. Et aujourd'hui, on est à Paris, région parisienne, Lille, et on va s'attaquer prochainement à Rhône-Alpes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le troisième invité, Didier Péréol. Parmi nous, on te connaît bien, Didier. Tu as de nombreux mandats. Alors, tu es avant tout le président du Synabio. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Synabio, c'est le syndicat qui regroupe à peu près 200 entreprises de la bio. Je crois que le chiffre d'affaires cumulé estimé, excusez-moi, il est de 3,4 milliards d'euros. C'est quand même une organisation importante dans notre secteur. Ancienne, hein, il ne faut pas oublier que le Synabio a été créé il y a fort longtemps d'ailleurs, oui. Tu es également vice-président du groupe Léa Nature. Le groupe Léa Nature, c'est plus de 1000 salariés, si je ne me trompe pas. Je fais tout ça de mémoire, oui. On n'oublie pas aussi que tu as été par 2 fois président de l'agence bio. Tu as été aussi cofondateur aussi de l'association Biopartner dans le commerce équitable de l'agriculture biologique. Tu as été aussi président de Bioconvergence Rhône-Alpes. Donc, beaucoup de mandats, beaucoup de bien investis dans l'interprofession. Et actuellement, je crois que tu es en train de construire une maison qui s'appelle la Maison de la Bio. Tu es en cours, donc il te manquait encore des choses à créer. Merci de faire tout ça. Je vais te laisser continuer la présentation, ta présentation, s'il te plaît. Ah, mets le micro. Ah. Vous l'entendez, les autres Ah, ben tiens. Ah, bon, Didier, tu ne trouves pas ton micro? Bon. En haut de votre photo, en haut de votre photo, à droite, il faut cliquer dessus. Clique sur la photo, peut-être, sur ton portrait. Ah, des petits incidents techniques. Ah, non. Ah, d'accord. Ben, du coup, mais en plus, c'est enchaîné, on va changer un peu. Donc. Bon, comme je vous disais, le thème, c'est Anticipons le monde de demain, avec les 4 axes. On va commencer par le premier. On enchaîne, on reviendra sur la présentation de Didier Péréol tout à l'heure. On enchaîne directement sur donc, le premier axe qui était les tendances. Donc, la première question que j'ai s'adresse à Vincent Justin. Est-ce que l'anti-gaspillage est pour vous une tendance ou c'est votre offre qui a créé le marché? Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de magasin spécialisé sur l'anti-gaspillage. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est votre offre, c'est votre idée géniale quelque part qui a créé ce marché, ou alors est-ce qu'on a une vraie tendance de fond? Alors, clairement, moi, je pense que les consommateurs sont bien plus en avance dans leur mentalité, dans l'évolution des usages que ne sont les distributeurs. Et donc, de ce point de vue, il y a un déficit d'offre par rapport à la demande des consommateurs qui sont sensibilisés et qui ont envie de consommer différemment depuis bien longtemps. Donc, de ce point de vue, pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, c'est parce que l'offre a existé que tout un tas de consommateurs ont pu, grâce à nous et grâce à d'autres initiatives, donner un peu plus de sens à travers leur acte d'achat, avoir un impact positif tout en consommant et tout en achetant son alimentation. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui un problème d'offre et c'est très souhaitable qu'il y ait énormément d'initiatives autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On pense notamment, je sais pas, au panier Phoenix par exemple, ou à d'autres initiatives en ligne notamment. Et je pense que à mesure que le succès de ces initiatives anti-gaspi se confirme, les autres acteurs en place, notamment les distributeurs généralistes, commencent à se saisir de ces sujets et proposer des offres alternatives à leurs clients. Et aujourd'hui, toutes les initiatives qui sont faites à petite échelle dans la distribution généraliste, distribution traditionnelle, fonctionnent très bien. Donc, je pense que c'est le début du mouvement. Ouais. D'accord. On est bien d'accord, vous, ce sont des produits qui sortent des fabricants vers vos magasins. Vous ne reprenez pas des produits qui sont déjà dans la distribution. Parce que
quand on dit effectivement le consommateur en avance sur le distributeur, les distributeurs, ça fait longtemps qu'ils utilisent le petit macaron, moins 20% quand on a un produit qui approche de la PC. On est d'accord, c'est pour éviter finalement la casse dans la distribution. Hein. Mais par contre, le concept, effectivement, il est différent, c'est de reprendre chez les fabricants, chez les producteurs, finalement, les produits. Hein. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de gâchis alimentaire, on pense très souvent au gâchis qui est fait du côté des distributeurs et puis du gaspillage qu'on fait à la maison. Mais il faut savoir que le gaspillage chez les distributeurs, c'est que 16% du gaspillage alimentaire. Le gros du gaspillage alimentaire, plus de 54%, c'est en amont, c'est au niveau du producteur et du transformateur. Et jusqu'à présent, il y avait peu de solutions pour ces producteurs et ces transformateurs, tout simplement parce que ça a un surcoût de valoriser ces produits. C'est-à-dire qu'ils sont difficilement éligibles aux dons. Je vous prends un exemple concret, je ne sais pas, sur une chaîne de jambon, par exemple, on tranche des jambons, il y a un jambon qui n'est pas beau, qui a un peu trop d'échymose, qui a un trou au milieu. Ce jambon est écarté par l'opérateur qui trie les jambons. Pour revaloriser ce jambon, ça nécessite de le remettre dans une barquette, de réétiqueter cette barquette. Tout ça, c'est un surcoût. Donc, évidemment, les producteurs n'absorbent pas ce surcoût pour ensuite les donner parce que l'équation, elle serait perdante. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de racheter ces produits-là et de travailler avec les producteurs, de réfléchir avec eux à la bonne façon de valoriser tous ces produits qui sont écartés. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une contrepartie économique et une valeur suffisamment intéressante pour le producteur pour qu'il fasse l'effort, éventuellement de nommer quelqu'un de dédié à la politique RSE au sein de l'entreprise et puis ensuite d'intervenir directement auprès de la chaîne de production pour pouvoir transformer et valoriser ces produits-là. Bon, Didier, tu nous as rejoint. Oui, excusez-moi, technique, petit problème de micro. Bonjour à tous, bonjour, merci Philippe pour la présentation. En effet, mon premier salon Natexpo remonte à 1989, donc ça fait 32 ans. J'en ai déjà fait quelques-uns en tant que président fondateur d'Equibio. Tu l'as bien précisé, et j'ai rejoint le groupe compagnie Léa Nature donc il y a 11 ans. Et continuer donc l'aventure entrepreneuriale auprès de Charles Koboukov, mon associé actuel. Et l'entreprise, aujourd'hui, ce n'est pas 1000, c'est 2000 salariés et à peu près 500 millions d'euros. On est leader français des produits bio aujourd'hui sur notre territoire, tous circuits confondus. Ce qui est intéressant à l'expérience, c'est que bon, j'ai une expérience historique avec les magasins spécialisés, mais aujourd'hui, on vend nos marques, qu'elles soient Priméal ou Pain des Fleurs en circuit spécialisé et les marques en GMS. Expérience, oui, dans le bénévolat entrepreneurial depuis très longtemps, puisque tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais le Synavio, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présider cette structure qui regroupe plus de 200 entrepreneurs et qui pèse plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires de vente. Donc, voilà un petit peu la dynamique. Je ne sais pas si on est déjà attaqué sur le monde de demain. Si j'embraye directement pour rattraper tout ça. Pour te dire, bon, on a attaqué effectivement le sujet des tendances, l'axe des tendances. C'est le sujet du jour. Vincent Justin déjà nous a expliqué un peu la position de l'anti-gaspillage. S'il avait créé une tendance où c'est son offre qui crée ce marché, on retient, pour information, c'est le consommateur est en avance par rapport au distributeur. C'est une vision qu'il a et qui est quand même juste, c'est vrai, parce que ce maillon au niveau entre le producteur, le fabricant et le consommateur sur les produits qui partaient à la casse finalement, qui étaient jetés, c'est du gaspillage. Il n'y avait pas d'offre effectivement de distribution, c'est le positionnement de nous finalement. Donc c'est ce qu'il nous a expliqué effectivement. Et par contre, c'est vrai que c'est quand même racheté à un prix, au moins pour couvrir les frais de marchandises, le coût de revient finalement, et avec une petite marge où on va jusqu'à l'emballage et toute la réglementation qui fait de l'étiquetage. Voilà. Je résume parce que tu étais occupé à autre chose. Voilà, ouais. À l'arrière, comme Vincent Ricordo est assis sagement avec les bras croisés, je vais le faire intervenir et on reviendra avec toi. Donc, je change un peu l'ordre. Oui. Alors, oui. Alors Vincent Ricordo, tout à l'heure, vous avez parlé de For Good, je crois, quand vous me parlez de… C'est quoi exactement? Je n'ai pas trop bien saisi cette particularité-là. Nous, on parle souvent de bio, d'écologique, de développement durable. Vous avez créé finalement un nom, une catégorie. Vous pourriez nous la redéfinir parce que finalement, elle va correspondre à ma question. Oui, Oui, alors effectivement, toute la filière qui est le sujet du jour,
commerce équitable, bio, recyclage, etc. Si vous allez sur notre site, vous verrez qu'en haut du site, vous allez les retrouver, ces catégories. Oui. Classe bien nos projets. On va dire les catégories qui correspondent, dont on traite aujourd'hui les tenants, les aboutissants, sont locavore, tout ce qui est circuit court, développement local, donc tout ce qui est, on va dire, rééquipement des territoires, toute la partie évidemment commerce équitable, et la partie recyclage, et également la partie, on va dire, Made in France. Donc, vous voyez, si vous allez sur le site, qu'est-ce qui se manque? En haut, vous allez voir ces catégories. Et quand vous cliquez sur ces catégories, vous allez voir tous les projets qui correspondent du coup à ces catégories. Alors, pour répondre à votre question, l'entrepreneuriat for good, pour nous, ça, en fait, ça encadre un niveau au-dessus des entrepreneurs qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, puisque ça correspond également à des projets technologiques ou à des projets pharmaceutiques ou à des projets différentes catégories qui, en fait, motivent l'entrepreneur, non pas uniquement dans une équation financière très classique à l'ancienne, mais qui, dans leur démarche globalement, vont chercher à avoir un impact positif sur la société. Et à l'intérieur de cette catégorie des entrepreneurs for good, vous avez les entrepreneurs qui nous intéressent aujourd'hui et qui sont nombreux chez nous. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, qui est clé, on a vu, pour faire le lien avec ce que Vincent vient de dire, c'est que moi, je suis complètement d'accord avec ça. Le consommateur a de l'avance sur le distributeur. Et on peut même encore remonter d'un cran. Les créateurs et les entrepreneurs ont eux aussi un cran d'avance sur les consommateurs qui ont un cran d'avance sur les distributeurs. Et ça, on le voit assez nettement chez nous. C'est-à-dire que cette catégorie d'entrepreneurs, encore une fois, dans les différentes catégories qu'on vient d'évoquer, sont des catégories assez jeunes pour nous. C'est des catégories qui ont 4 ou 5 ans seulement. Donc, vous voyez, on est assez récent dans l'histoire. C'est-à-dire, ça fait peu de temps que ces entrepreneurs décident d'utiliser les plateformes de financement participatif. Mais pour autant, depuis le démarrage, les chiffres sont gigantesques. C'est-à-dire, si je reprends les chiffres de 2016, où vous aviez quelques dizaines de projets, en 2021, vous allez avoir plus de 1000 projets dans les catégories qu'on vient d'évoquer. Ah oui, d'accord. Et donc, on va financer plus de 1000 projets entre particuliers et ça va représenter au bas mot 5 ou 6 millions d'euros collectés pour ces entrepreneurs. Et là, encore une fois, toutes les catégories que vous aviez évoquées, ça peut être de l'agriculture, ça peut être du commerce, ça peut être de la cosméto. La grande star de ce mouvement chez nous, c'est une entreprise qui s'appelle 900 Care, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, des gens qui ont embêté des produits cosmétiques sous forme de pastilles. Donc, vous avez un emballage qui est pérenne. Et après, vous achetez en fait les produits sous forme de pastilles que vous mélangez avec de l'eau dans votre packaging. C'est une société qui a collecté plusieurs centaines de milliers d'euros chez nous auprès des consommateurs. Donc, on voit un double mouvement. La nouvelle génération d'entrepreneurs est très captivée par ces thématiques, encore une fois dans une logique d'impact positif. Et on voit que les consommateurs sont très friands d'aider ces porteurs de projets et ces créateurs de projets, encore une fois dans une logique d'impact positif. Du coup, on a quand même, et ça c'est plutôt rassurant, et pas seulement chez les jeunes générations d'ailleurs, un terreau quand même ultra positif de créativité, de création dans tous les domaines à impact positif et évidemment sur le bio, qui est une catégorie, si vous allez la visiter chez nous, vous allez voir, qui est surreprésentée par rapport aux catégories que je viens d'évoquer aujourd'hui. Donc on est, encore une fois, je rejoins Vincent, on est, si vous rentrez dans le cœur de la création et dans le cœur des catégories entrepreneuriales, très en avance sur ce qui se fait au niveau distribution, ça c'est sûr. D'accord. Vous n'utilisez pas le terme de RSE? C'est volontaire ou le concept est trop complexe? Non, c'est pas que le concept est trop complexe, mais il est trop précis. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre, on va dire, pour revenir sur mon expression des entrepreneurs for good, c'est-à-dire des entrepreneurs à impact positif, la RSE, c'est en fait une partie de leur vision globale. D'accord. Donc, du coup, on ne la catégorise pas parce qu'on va dire que la RSE va être un fil rouge sur toutes ces catégories d'entrepreneurs, mais la recherche réelle de ces entrepreneurs, c'est l'impact positif, qui est très précis. C'est comment, par la création de nos projets, on améliore notre rapport à l'environnement, petit 1. Hein. Aujourd'hui, c'est évidemment le sujet numéro 1, mais également comment on améliore l'équilibre, en fait, si vous voulez, entre une logique de revenus financiers et une recherche d'impact. Donc, du coup, sur ces entrepreneurs, vous avez une double grille de lecture qui est hyper intéressante. C'est que vous avez une grille d'analyse financière qui reste évidemment la matrice numéro 1,
mais à côté, vous avez une matrice d'objectifs d'impact, des KPIs d'impact qui sont très précis, et l'entrepreneur pilote toujours entre les deux. Et d'ailleurs, nous, on fait partie des pionniers de ces entrepreneurs impact. C'est-à-dire qu'on a toujours une recherche d'équilibre financier, mais toujours des recherches de levier pour améliorer notre impact, même si ça a des conséquences sur, on va dire, nos marges et l'optimisation de nos revenus financiers. Donc, il y a un espèce d'équilibre comme ça qui est très intéressant, qui est assez neuf, qui est assez nouveau chez les entrepreneurs, mais qui, à mon avis, dessine le monde de demain, et notamment avec un fil rouge planétaire que vous connaissez tous, mais qui est assez méconnu du grand public, qui sont les 17 ODD de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui en fait permettent aujourd'hui de classer ces entrepreneurs en fonction de l'impact positif qu'ils ont choisi. Et du coup, encore une fois, c'est un mouvement de fond qui est assez important. Et si vous rapprochez des écoles aujourd'hui, où les classes d'entrepreneuriat étaient hyper faibles il y a encore une quinzaine d'années, ces classes dans les grandes écoles ou dans les moyennes écoles d'ingénieurs ou d'écoles de commerce sont en train vraiment d'exploser, et la majorité de ces entrepreneurs ont cette logique d'impact positif dans le crâne, ce qui change complètement de notre génération d'entrepreneurs où finalement, je caricature, mais on était plus quand même attiré par l'image d'un Bernard Tapie que par l'image d'un Pierre Rabhi, par exemple. Ouais, et du coup, c'est en train quand même de se rééquilibrer. De la nouvelle génération, on va dire ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, sont très poussés par ces réflexions-là, et c'est très rassurant pour le monde de demain. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, ça fait plaisir. Parce que c'est quelque part ce qu'on a toujours milité dans la bio, soyons clairs. C'est cette vision d'avoir un impact positif. Il faut se rappeler un peu la genèse. On nourrit le sol, on veut préserver la planète. C'est quand même un élément essentiel. Nourrir le corps vivant de la planète, nourrir le sol, c'est la base de l'agriculture biologique. Et là, on remonte aux années 70, fin des même 60. Donc, ça fait plaisir d'entendre votre témoignage aujourd'hui, parce que on s'y retrouve. Voilà, ouais. Alors Didier, on va en parler. J'allais rebondir. On est sur la tendance, effectivement. Et donc, anticiper, comment on anticipe le marché de la bio, parce que c'est quand même le moteur. Ça a été un précurseur dans ce domaine-là. Où on en est aujourd'hui? Quelle tendance tu vois au niveau du marché de la bio en France et en Europe pour les années à venir? Comment tu perçois l'avenir sur la bio? Déjà, dans le prolongement de ce qui vient de dire, c'est que notre secteur a été toujours un secteur innovateur. Innovateur dans la création de produits, et c'est ce qui a permis à notre secteur de se développer. Je parle de l'alimentaire, et de ramener une diversité alimentaire dans nos circuits spécialisés surtout, c'est-à-dire qu'il y a une diversité avec toutes les graines possibles, imaginables, notre équilibre alimentaire. Donc, créer des recettes, créer des nouveaux produits, créer des nouvelles relations aussi avec le consommateur, c'est ce qui a permis à notre marché pour rappel, les 5 dernières années à doubler son chiffre d'affaires. On est passé quand même de pratiquement 6 milliards à 13 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, vente consommateur, ce qui montre une belle dynamique et une belle évolution. Mais c'est toute la filière qui a été dans ce mouvement, que ce soit la production agricole, sur la transformation et la distribution, qui s'est renouvelée aussi dans les façons d'opérer avec le consommateur. Même si cette période de Covid nous a accéléré le processus en 2020 sur d'autres circuits comme le développement du vrac, le développement aussi de la vente sur Internet, les nouveaux circuits de distribution. Et ça fait partie aujourd'hui aussi, la France a un territoire particulier avec la distribution qui est répartie de façon avec les différents circuits, et qui n'existe peut-être pas toujours dans d'autres pays, et qui permet aujourd'hui aux consommateurs d'avoir cette diversité de choix d'achat. Ce qui est très intéressant, c'est les études qu'on est en train de faire en ce moment aussi, de montrer que les jeunes sont très à l'écoute de leur alimentation, dans leur choix d'achat, et la tranche surtout des 18-25 ans, ce qui est rassurant pour l'avenir de notre secteur, puisqu'on a pu déceler qu'il y avait beaucoup de jeunes consommateurs qui étaient très attentifs aux produits, et ses qualités et l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement, sur la biodiversité et sur la santé. C'est des facteurs dans cet ordre-là qui interviennent aujourd'hui. C'est important, ou les jeunes couples qui ont des enfants et veulent avoir une nourriture pour leur progéniture de bonne qualité. Donc, on voit bien que notre marché, même s'il marque un peu le pas peut-être ces temps, c'est qu'on est promis un bel avenir. Donc, je suis optimiste pour l'avenir. En tout cas, on travaille
sur les valeurs qui préservent la biodiversité, l'environnement et tout notre écosystème. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour construire des filières et contractualiser et se rapprocher de plus en plus entre le monde de la production agricole, le monde de la transformation et celui de la distribution pour établir des vrais partenariats sincères, équitables et transparents pour le consommateur. Et on voit que la France a connu les années 2016-2018 une accélération des ventes et qui fait qu'aujourd'hui, la France est en train de reprendre sa place de leader qu'elle avait perdue pendant quelques décennies sur la part de surface agricole en bio, puisqu'on n'est pas très loin des 10% de la surface agricole en bio, et l'ambition du plan Ambition 2030 de notre ministre veut doubler pratiquement ces surfaces, et que la part de la consommation qui est partie, moi quand j'ai commencé il y a 30 ans, était à 1%, la consommation alimentaire est en train d'atteindre les 6,5, voire 7%, et on va atteindre les 10% très prochainement. Donc, on a une lame de fond qui existe déjà depuis très longtemps, qui va continuer, mais il faut absolument qu'on travaille plus en partenariat, et c'est pour ça que tu as parlé de la maison de la bio, c'est pour ça qu'on a créé une sorte de fédération, d'interprofession des professionnels du secteur bio pour apprendre à se parler, apprendre à travailler ensemble, apprendre à construire et à défendre aussi les valeurs qui sont les valeurs historiques du bio, avec un cahier des charges très précis, contrôlé, surveillé, et qu'on veut donner une garantie à nos consommateurs sur les produits que l'on cultive et qu'on transforme dans nos usines pour avoir un consommateur qui soit complètement, qui adhère complètement à cette philosophie en tout cas et ces partages de valeurs. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire et comment je vois le marché dans le futur. Je veux dire reprendre cette place de leader en Europe pour montrer à d'autres pays, même si l'Allemagne est devant nous avec 15 milliards d'euros de ventes sur l'exercice 2020, avec 80 millions d'habitants, je crois qu'on a par jour, on n'est pas très loin derrière, on fait partie des 3-4 pays leaders en tout cas en Europe sur lequel on a encore beaucoup à dire avec notre culture historique de la gastronomie. Je crois que notre savoir-faire et nos savoir-faire dans nos territoires et dans nos entreprises, nos PME de transformation bio, on a encore un bel avenir devant nous. On est serein. Très bien. Et confiant. Si on a un peu le temps, là, il y a une question qui vient de tomber sur le chat sur la disco. On a certains secteurs aujourd'hui où on a un peu trop de production, notamment de la production laitière. Si on a eu le temps, on reviendra peut-être sur ce point. Oui, je peux en parler tout à l'heure, justement. Les pourcentages avant, on importait beaucoup et qu'aujourd'hui, on est autosuffisant, notamment dans le lait, les œufs et les produits comme ça. On est à 98% de produits sur notre sol territoire français qui est vendu dans les circuits. Même, il y a des moments où il faut défiler un marché, il y a des conversions, il faut qu'on arrive à être en adéquation avec la demande du marché. Pour continuer, Florence. Le salon Natexpo se présente dans la baseline, en bas, il s'écrit « Ici naissent les bio-tendances de demain ». Donc, ça veut tout dire d'ailleurs. Le sujet, c'est les tendances. Est-ce que vous pourriez nous en dévoiler quelques-unes? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme disait Didier, effectivement, les acteurs de la bio sont force de proposition en permanence. C'est la part belle à l'innovation en permanence. Je vous ai parlé de la galerie des nouveautés en préambule. Les tendances, on a travaillé avec une personne qui s'appelle Pascal Pousse, qui a décrypté au vu des candidatures qu'on a eues pour les trophées, les grandes tendances qui émergeaient vraiment cette année. Je vais vous en citer deux, vous pourrez en consulter d'autres, mais je vais vous en citer deux qui me semblaient assez intéressantes. La première, elle découle de la situation qu'on est en train de vivre depuis 18 mois. Toute cette période sanitaire très très compliquée où chacun s'est rendu compte qu'il avait besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de la terre, prendre soin de sa santé, prendre soin de son hygiène. Donc effectivement, les produits d'hygiène ont connu un très très gros boom en 2020. Et puis aussi toute la partie complément alimentaire. Sinadiette pourra vous en parler sur son forum sur Natexpo pour renforcer l'immunité, gérer le stress, améliorer son sommeil. Ça c'est important. Et une autre tendance, moi, qui me semblait important de souligner, c'est tout le recentrage autour des matières. Ce besoin qu'on a de upcycling, alors ça se dit aussi surcyclage en français, d'utiliser les choses dans leur globalité ou de réutiliser des choses qui normalement ne seraient pas utilisées. On a une exposante qui s'appelle Perlucine, qui a été primée au trophée notamment, qui fait des shampoings à base de coquilles d'huîtres. On en a un qui s'appelle Bioseptile, qui fait des manches de brosse à dents, je crois que c'est en poudre de coquille Saint-Jacques, il me semble. Jean Bouteille, qui pareil a lancé un bag-in-box et qui réutilise, qui a tout un cycle d'upcycling
autour de son bag-in-box. Donc ça c'est vraiment une grosse tendance. À mon avis, chez KissKiss, je pense que ça doit beaucoup se je pense. Voilà, ça c'est 2 tendances, mais le journal des tendances est aussi consultable et vous pouvez voir la suite. Et ça sera évoqué aussi sur le salon, bien sûr. Très bien. Mais écoutez, on va passer au deuxième axe, c'est la distribution. Alors, on l'a abordé, ça tombe bien parce qu'on a des questions un peu différentes par rapport à ce qu'on a dit. Et ma première question, elle est pour Vincent Justin. Alors, vous avez fait le choix du magasin physique. À l'heure où le digital, c'est quand même plutôt votre génération. Hein, pourquoi ce choix? Alors, clairement, je pense que les espaces physiques et les boutiques n'ont pas du tout dit leur dernier mot. Je pense que les usages changent, ça c'est certain. Mais il ne faut pas considérer les gens comme dans des silos. Il n'y a pas le consommateur e-commerce et le consommateur physique. Oui. On est tous avec des usages multiples. Si on prend l'exemple des transports, on fait un peu de vélo, un peu de marche à pied, un peu de voiture, un peu de train. On est tous des multi-utilisateurs. Et ma conviction… Pardon ? Le multicanal, finalement. Oui, multicanal, exactement. Et ma conviction, c'est que les points de vente physiques, ils doivent se réinventer dans cette omnicanalité. Donc, comment intégrer effectivement une expérience digitale, parce que parfois c'est intéressant, c'est pratique, c'est utile, et comment rendre les points de vente encore plus riches en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit plus seulement de présenter uniquement des produits et de venir les acheter, mais de partager un moment, de partager une expérience. Donc, alors notre réseau est assez jeune, donc on n'a pas encore été au bout de notre histoire et de ce qu'on veut déployer dans les magasins. On a commencé là, par exemple, dans l'un de nos magasins à Dinard, où on a intégré un restaurant au sein même du magasin, où on travaille, on cuisine nos propres restes. C'est-à-dire que les fruits et légumes un peu moches qu'on achète, ils ont leur cycle de vie. Et puis, il arrive que certains produits arrivent un peu plus à maturité que d'autres. Et donc, on les retravaille, on les transforme et on les propose dans des plats cuisinés. L'idée aussi de cette cuisine, c'est à terme de pouvoir faire participer les gens dans les ateliers, nos clients dans les ateliers, pour essayer d'apprendre à cuisiner anti-gaspi. Comment est-ce qu'on peut recycler, travailler ses épluchures pour en faire des chips, par exemple, ou voilà, des choses comme ça. Et puis, globalement, c'est de faire de ces magasins des lieux de vie où on puisse rencontrer des gens autour de valeurs communes, autour d'expériences communes, et que le magasin soit un lieu d'expérience, de vie, d'échange, et pas seulement un lieu de présentation des produits. Et puis après, dernier point, c'est que le digital, ça a aussi quand même ses limites. On a tous eu l'exemple, si vous avez déjà commandé des paniers ou des fruits et légumes en ligne, d'être un peu déçu par ce qu'on obtient, parce que voilà, c'est pas toujours absolument frais ou avec le bon calibre. Et puis, si on prend l'exemple des paniers, recevoir des rutabagas pendant tout l'hiver, il y a un moment, on en a un peu marre aussi. Les choux, de pouvoir choisir ces produits physiquement, de les voir et puis d'acheter exactement la quantité dont on a besoin. Donc, magasin, vous développez les tiers-lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux d'ailleurs, lieu de vie d'un magasin. Et le digital, par contre, vous êtes actif, vous avez une e-boutique ou non? Pas encore. On travaille dessus, on a mis le temps pour travailler dessus parce que justement, on ne voulait pas être dans la course à l'échalote qu'il y a aujourd'hui avec tous les pure players qui investissent des dizaines de millions d'euros dans des plateformes web. On pense qu'il y a peut-être une autre voie et c'est la voie qu'on explore avec une expérience omnicanale et des investissements plus raisonnables que la levée de fonds. Ah, je crois qu'on a une coupure. Je ne sais pas si… Florence bon, je crois qu'on a une… Il a disparu chez moi aussi. Il a disparu. Bon, on va passer. Donc, effectivement, j'avais aussi une question à Vincent Ricordo sur le même sujet. Effectivement, on a beaucoup de e-boutiques, le commerce se développe de plus en plus digital. Mais est-ce qu'il existe des candidats, des projets chez vous pour des magasins physiques? Et est-ce qu'ils obtiennent des financements plus ou moins facilement que les projets digitaux? Excusez-moi, Vincent. Non, c'est ma connexion qui a coupé. Je suis passé du coup à Vincent Ricordo. Oui. Oui, alors je confirme votre pensée sur le sujet. On a notamment sur les catégories que vous venez d'évoquer, en fait, beaucoup plus de projets physiques que de projets digitaux. Ah oui. Alors, nous, on représente en fait déjà un premier mode de distribution, même si on est dans une logique de pré-vente ou de précommande. Oui. En fait, les gens viennent, lorsque les gens ont imaginé leur projet, quand ils viennent chez nous, les créateurs sont dans une phase de pré-lancement en général, la plupart du temps, pas toujours.
soit de pré-lancement d'entreprise, soit de pré-lancement de produit, mais ce qui revient un peu au même. Et donc, du coup, les gens viennent tester ce produit ou ce projet auprès des particuliers. Et en fait, la façon de faire du commerce avec notre communauté, qui est très grande, parce qu'on a presque 3 millions de Français inscrits chez nous, c'est de proposer ce projet en préachat. Si le public valide X nombre de produits en préachat, alors le créateur estime qu'il a suffisamment de crédibilité et finalement suffisamment de consommateurs pour pouvoir prendre le risque de lancer son entreprise ou lancer son projet. Donc on est vraiment dans cette phase de, on va dire, de love money ou d'amorçage. Et donc du coup, on représente en fait leur premier vecteur historique de distribution, puisque c'est chez nous en général que ces premiers produits seront achetés. Pour autant, ensuite, les marques phares que vous avez chez nous, je parlais de 900 Care tout à l'heure, mais vous allez évidemment les retrouver sur les plateformes de distribution digitale, mais vous allez les retrouver également chez les distributeurs physiques en tant que marque. Et on a aussi beaucoup de distributeurs physiques qui se montent chez nous, soit encore une fois pour réenchanter, rééquiper les territoires, soit tout simplement pour distribuer leur marque en propre. Et si vous allez dans nos deux catégories, locavore et développement local, vous allez voir, on flette plein de boutiques, plein de restaurants, plein d'épiceries, plein de bars à thème, plein de galeries qui se montent chez nous et qui sont financées par le grand public. Encore une fois, que ce double impact, cette double logique d'aider une marque ou un commerce à se lancer, à partir du moment et a fortiori s'il a un impact positif, et donc dans la catégorie qu'on évoque aujourd'hui, a fortiori s'ils sont bio. Donc encore une fois, on est, et Vincent le disait, encore une fois je rebondis sur ce qu'il disait, il n'y a pas de... Aujourd'hui, il y a quand même une logique brick and mortar toujours dans le commerce qui existe. C'est-à-dire, si vous regardez Amazon, Amazon est en train d'investir dans les promesses de proximité des villes. Donc du coup, le numérique ne va pas supplanter et annuler ou faire effondrer les filières physiques. Sauf qu'il y a une combinaison qui fait qu'il va y avoir des passages, je pense, où en fonction de la vétusté ou de la non-modernité de certains modèles de distribution, ceux-là passeront à la trappe et puis seront remplacés par des modèles un peu hybrides qui seront à la fois poussés par le digital, mais en même temps avec des distributeurs physiques. Donc, on est loin de la disparition, encore une fois, du physique. Par contre, il faut quand même avoir une mentalité plus moderne, et ce n'est pas péjoratif pour ceux qui ne l'ont pas, mais pousser dans une logique composite entre un modèle de potentiellement de création de distribution digitale et de distribution physique. Je pense que l'un et l'autre vont de pair. Je pense qu'il y a une autre industrie qui est rigolote, qui nous permet d'aider à comprendre ça. Quand le streaming est arrivé dans la musique, qui est notre secteur d'origine à nous, les CD ont disparu d'abord de la grande distrib, ce qui n'était pas plus mal. Moi, je trouvais ça toujours bizarre de voir des CD à côté du rayon surgelé, mais c'est une histoire de goût perso, mais que le disque physique allait disparaître. Et qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Alors oui, le CD a disparu, mais par contre, le vinyle a explosé. Oui. Et aujourd'hui, on vend plus de vinyle aujourd'hui qu'on vendait de CD hier. Et donc, du coup, même si les gens, et en tant que consommateurs de musique, on a tous un abonnement, pour ne pas citer les marques, mais sur les grandes plateformes de streaming que vous connaissez, mais beaucoup d'entre nous sont rééquipés en platine vinyle et on achète beaucoup de vinyle, plus qu'on achète CD avant. Donc, c'est assez drôle de comparer à cette filière-là parce que, encore une fois, quand le produit lui-même physique a de l'intérêt et donc, a fortiori, quand le système de distribution apporte un plus aux consommateurs, alors du coup, on continue à aller dans les magasins. Donc, encore une fois, l'opposition physique-numérique est souvent donnée comme excuse ou comme manque de modernité de la part des réseaux un peu historiques et très physiques, et souvent malheureusement une courte vue finalement sur ce que l'avenir va nous donner et sur cette capacité à hybrider les deux, le numérique et le physique. Et nous, on le voit très nettement chez nous, hein, sur les projets qui sont poussés chez nous. Il y a autant de projets physiques que de projets numériques. C'est très intéressant finalement. Le financement collaboratif, c'est l'étude de marché qu'on connaissait traditionnellement. Hein, oui, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ni plus ni moins ça. Si vous voulez, l'étude de marché vous permet d'être en contact avec le consommateur directement. Une étude de marché sur un produit, quand vous ne l'avez pas prototypé, c'est quand même super complexe dans la vraie vie. Alors que la plateforme numérique, donc KissKissBankBank et nos petits camarades, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça, comme vous le savez, mais ça permet d'apporter du coup quelque chose qui est prototypé. Et vous évitez le risque de la gamelle avec votre projet si vous vous fiez à l'instinct du public qui va solliciter ou pas votre projet.
Si vous n'arrivez pas à collecter de l'argent sur KissKissBankBank, c'est que vous avez deux problèmes. Soit votre projet et votre produit n'est pas assez ficelé, donc il n'est pas assez crédible, il n'est pas assez tangible, soit vous avez un problème de communication, et ça c'est important à déceler aussi, vers le public au niveau numérique, ce qui veut donc déjà dire qu'au niveau communication, il faut vous poser des questions. Ça ne veut pas dire forcément que le projet est mauvais, souvent c'est qu'il est trop immature ou mal phagocyté, mal packagé pour être en phase de communication et de rencontre avec le public. Donc quoi qu'il en soit, même quand vous échouez votre collecte de fonds sur KissKissBankBank, c'est toujours une bonne étape parce que vous êtes obligé de vous remettre en question. Et quand vous réussissez votre collecte, alors vous avez deux assets primordiaux. L'argent que vous avez collecté, la moyenne des collectes chez nous, c'est plutôt 8-10 000 euros. Mais on a des projets qui collectent plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois même plusieurs millions d'euros. D'accord. Donc ça vous permet de partir avec évidemment cette manne d'argent qui vous pousse à vous lancer. Mais ça vous que vous donne pas la finance traditionnelle, c'est la confiance gigantesque qui est transmise par le côté positif des contributeurs qui vous disent en même temps que vous donnez de l'argent, bien sûr, je crois en toi, bien sûr, ton projet a du sens, vas-y, on te suit et on te finance. Et cette confiance en soi, si vous voulez, si vous demandez à un porteur de projet chez nous de décrire son expérience, vous verrez que c'est toujours ce qui ressort en premier. Il vous dira, j'ai d'abord construit une communauté, j'ai d'abord pris un shoot d'optimisme et de confiance en moi. J'ai également réuni de l'argent pour pouvoir me lancer. C'est toujours décrit comme ça. Donc vous avez raison, le financement participatif, c'est à la fois une validation de marché, mais également une validation psychologique d'optimisme dans l'entrepreneuriat. Dites-moi, juste, parce que je ne le sais pas d'ailleurs, financièrement collaboratif, KissKissBankBank, vous faites que sur des porteurs de projets où vous avez des entreprises qui sont déjà en place, qui existent, hein, qui ont justement un projet interne ou finalement veulent développer un secteur. Je n'avais pas prévu cette question, je la rajoute, mais c'est intéressant de savoir. Est-ce que vous financez que des porteurs de projets? Non, on a effectivement des entreprises matures, parfois même des grandes entreprises qui viennent chez nous pour lancer un produit et le tester auprès des consommateurs. Et du coup, si le consommateur suit, si le public suit, le projet sera lancé. Et s'il ne l'est pas, il est retravaillé ou il disparaît. Donc on est historiquement quand même à 95% vers vraiment des sociétés en création. Et on commence à avoir quelques marques un peu malines qui se servent en fait de nos plateformes pour faire du community management et pour faire du coup des études de marché vivantes, réelles, à bas coût, si vous comparez ça à tout ce qu'il faut déployer pour faire une étude de marché dans la vraie vie. Donc ça commence à venir. Pour nous, on est très regardant sur le sujet. Si Coca-Cola devait venir lancer chez nous une nouvelle boisson, autant vous dire qu'ils seraient quand même perçus, on les recevrait gentiment, mais on leur demanderait de passer leur chemin et d'aller ailleurs. Mais donc, on fait très attention à ça. Mais par contre, aujourd'hui, on discute avec des marques assez matures pour voir comment elles peuvent utiliser KissKissBank pour lancer des projets, ça c'est vrai. Intéressant. Très intéressant pour le président des Synabio, excuse-moi Philippe, mais justement je tends la perche et je suppose que certains de nos adhérents nous écoutent et que, en tout cas, je diffuserai l'info lors de notre assemblée générale du 7 octobre à nos adhérents parce que je pense que notre collaboration et ce que vous amenez, et le regard que vous amenez sur l'extérieur est intéressant. Et comme on a souvent des entreprises qui se développent beaucoup et qui ont des problèmes de financement et d'accompagnement lors de développement, il y a des partenariats à envisager. En tout cas, je tends la perche à Vincent. On se retrouve à notre occasion plus tard après. Avec grand plaisir. On peut continuer la conversation. On fait KissKissBio après. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, on a une opération qui s'appelle KissKissBioBio, qui est financée par une marque dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui pour toute la raison que vous savez, mais qui en fait pousse des projets bio. Donc ça se passe de la façon suivante. La marque en question fait un appel à projet qui est en fait brandé par la marque. Donc c'est vraiment une opération de communication. Mais du coup, les projets arrivent en finale et sur les 5 projets qui sont sélectionnés, la marque en question finance 50% du projet. Donc là, on est en train de créer un nouveau système chez nous. C'est qu'au-delà des consommateurs, on embarque aussi chez nous les marques qui commencent à avoir une logique qui est la même que la vôtre et qui est la même que la nôtre. Et ce qui permet non seulement d'avoir un impact positif auprès des consommateurs et des créateurs, mais aussi d'implanter dans la tête des marques une logique plus impactante. Donc c'est intéressant, effectivement, dans le cas que vous exposiez à l'instant, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire ensemble.
Super. C'était pas pour rien que je. Oui, Natexpo, ça relance même avant le salon, après le salon, pendant le salon. Hein. Oui, non, mais c'est intéressant. Hein, voilà. Didier, ben justement, alors là, on va attaquer quand même une question qui est un peu plus dans le dur, soyons clairs. Les rapports entre les fabricants et les distributeurs, hein, on est toujours dans l'axe de la distribution. Hein. Les rapports ne s'améliorent pas depuis quelques années. Ouais. En tant que président du Synabio, comment les entreprises adhérentes vivent cette situation? On voit quand même des rapports de force qui s'accentuent avec le temps. Alors, juste avant de répondre à la question, je voudrais revenir juste tout petit peu sur les circuits de distribution, parce que c'est ce qui est important et savoir l'avenir, et que je suis très attaché aux circuits spécialisés, parce que j'ai commencé avec un magasin il y a 40 ans en Ardèche, ici, mais on voit l'évolution qu'il y a eu pendant ces décennies, et que le circuit spécialisé est un lieu de rencontre et d'échange, parce qu'on parlait tout à l'heure de vente sur Internet, virtuel, mais le lien humain est très important, et le magasin spécialisé, justement, c'est une de ses forces. Il n'y a pas que les aspects économiques, il y a l'accueil, il y a la façon de recevoir les gens, on parlait tout à l'heure de cours de cuisine, il y a un lieu, c'est un lieu de vie. Et je pense que d'ailleurs, le magasin doit se transformer en devenant plus un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, apprendre la cuisine, apprendre à découvrir les choses, parce que les gens veulent apprendre, veulent connaître. On l'a vu pendant cette période de confinement où les consommateurs ont plus fabriqué chez eux, parce que tout est externalisé, les cantines, etc. Mais quand on a fallu se donner un peu de temps, préparer des recettes, les échanges, les livres de recettes se vendent énormément. C'est un lieu de vie, et il y a de la diversité dans les magasins de plus en plus spacieux. On a connu l'évolution ces 10 dernières années avec des supérettes, des magasins qui ont des surfaces où il y a du produit frais, il y a un peu de tout, mais il faut apprendre à cuisiner, à préparer. Et je crois qu'il y a une grosse carte à jouer sur le plan humain, le plan relationnel et contact du circuit spécialisé, où il faut du conseil. Comment un spécialiste, s'il n'a pas une spécialité, c'est avoir du conseil, pouvoir conseiller soit à préparer à cuisiner, ou du complément alimentaire, ou de la cosmétique. Il faut pouvoir conseiller et accompagner. Donc sur ça, j'invite à nos amis distributeurs, en tout cas, à travailler là-dessus et travailler avec leurs équipes qui sont à l'accueil. Et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, au passage. Et les autres circuits, vous avez la vente directe, on le voit, la recherche de la contact avec la terre et retour à la nature, c'est le contact aussi avec le monde agricole, avec les magasins de vente de paysans, on va dire, qui sont en relation avec le producteur, et également aussi les métiers de bouche qu'on appelle, qu'ils soient bouchers, boulangers, charcutiers, tout ça, et traiteurs, où il y a cette relation importante que le consommateur vient chercher un produit de qualité, il sait où il est fait, il sait comment il est produit, etc. Voilà, ça c'est la partie sur laquelle je voulais insister, parce que c'est important. Quand on va parler de futur, il ne faut pas oublier, bien sûr, il y a la vente d'Internet, il y a tous les réseaux, mais on a une duplicité de réseaux qui existent sur nos territoires. Il faut que chacun y trouve son intérêt, et que le consommateur soit en tout cas bien conseillé et accompagné. Alors, les négos, ça fait partie de notre joute annuelle, et justement, la loi Egalim 2 qui est en train de discuter en ce moment et avait pour but de réduire ces espaces de joute qui sont complètement stupides à mes yeux, parce qu'on doit travailler sur la durée. Les partenaires, je l'ai dit tout à l'heure, les filières, elles se construisent, et il faut beaucoup de temps pour construire une filière. Et je suis bien passé pour le savoir. Par expérience, j'en ai construit plus d'une dans mon entreprise. Et il faut du temps. Il y en a des filières, il faut 10, 15, 20 ans. Et que ne se construit pas à coup de joute annuelle avec celui qui veut jouer le plus fort avec l'autre, et à tuer de nombreuses entreprises. On voit bien notre circuit qui a voulu faire la pression. Et ben après, quand il n'y a plus d'opérateurs, on n'a rien gagné. Ce qu'il faut, c'est respecter les équilibres et les marges des uns et des autres. Que le monde agricole soit correctement payé, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'agriculture, qu'un agriculteur, il y en a de moins en moins, malheureusement, et que si on veut inciter des jeunes à s'installer, surtout en agriculture bio, eh bien, il faut qu'on leur donne une perspective, une visibilité. Donc, j'appelle bien sûr nos adhérents à contractualiser et s'assurer la pérennité de leurs outils de fabrication, en faisant, parce que sans agriculteurs, on ne peut pas fabriquer grand-chose si on n'a pas de matière première. Et il ne faut pas oublier du côté des distributeurs, c'est qu'il faut veiller à cet équilibre entre tous ces maillons de la chaîne, et que l'engagement doit être le même pour le distributeur. C'est de s'engager auprès de son transformateur en s'engageant sur plusieurs années, en contractualisant. Si on fait de l'arboriculture, c'est des contractualisations à 10 ans. Si on est dans n'importe quelle production végétale, c'est des engagements minimum sur 3 ans. Et il faut donner une perspective de vision donc au monde agricole, et avoir un prix
qui correspondent à une réalité économique de fonctionnement. Et le consommateur est prêt à comprendre aujourd'hui, si on l'explique, et ça fait partie de la pédagogie sur laquelle on va travailler entre le Synabio et bien sûr la maison de la bio, pour faire comprendre qu'on ne peut pas avoir un prix bio au prix du conventionnel, même si quelqu'un s'est fait défi de lancer cette démarche complètement stupide de dire que le conventionnel sera au même prix que du bio. Non, c'est pas vrai. On veut avoir des produits de qualité. Il faut savoir qu'il faut payer correctement tous les maillons de la chaîne pour que ça s'inscrive dans une vraie alimentation durable. Donc, des négos, il y en a rien à voir, bien sûr. Elles sont un peu compliquées parce que cette année, en plus, il y a des problématiques de récolte. Personne ne peut ignorer les aléas climatiques forts en plus cette année qui montrent bien qu'on a un sacré dérèglement entre le gel, la pluie, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a des mauvaises récoltes et il y a des produits qui vont augmenter. Le prix de l'énergie est en train d'augmenter de façon qu'on ne sait plus où ça va s'arrêter et qu'il y a des coûts qui vont être compliqués à répartir dans l'échelle de valeur entre l'agriculteur, le transformateur et le distributeur. Et que on ne sait pas trop, il y aura une période d'inflation certainement cette année, peut-être qu'on n'avait pas connu les années précédentes et qu'il faut préparer le consommateur à ce genre de sujet. Et que oui, les périodes se tendent parce qu'on a aujourd'hui des personnes qui veulent tirer trop à elles la marge et qu'il faut qu'une répartition de marge équilibrée si on veut que tout le monde puisse s'inscrire dans la durée. Si on veut avoir des entreprises de notre secteur qui sont plutôt des PME, il faut respecter la marge et les marques de ces entreprises qui travaillent depuis de nombreuses années et qu'un magasin spécialisé aujourd'hui qui n'a pas un assortiment de produits, c'est compliqué. Donc, il faut bien réfléchir un petit peu à quel est son enjeu et quelle est l'énergie qu'on veut mettre sur la négo, la discussion avec les différents opérateurs de ce secteur-là. Et tu as raison de le préciser, on sent depuis quelques années que ça devient un petit peu compliqué, mais justement, c'est le grand moment de faire le débat de partage de la valeur encore plus que jamais en ce moment, avec ces périodes un peu plus compliquées. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, parce que c'est qu'il y en a qui ont des partis pris et qui est une partie très hégémonique de notre distribution qui est trop de pouvoir. Pour moi, ce n'est pas très sain et ce n'est pas équilibré. Il faut un juste équilibre entre toutes les parties pour que tout le monde y trouve son... Et puis, il faut faire des compromis. Il faut que le consommateur comprenne aussi que des produits de qualité à un prix, c'est comme pour tout et qu'il faut faire des choix dans la vie. Je suis désolé, mais de le rappeler chaque fois, la partie alimentaire, c'est 14%, 15% maximum de notre budget, de notre ménage. Donc, peut-être qu'il faut faire le ménage justement dans d'autres secteurs d'activité moins importantes que l'alimentation. Je dis toujours, c'est notre deuxième cerveau, c'est le capital santé et on le voit bien dans cette pandémie. Si on veut renforcer notre immunité naturelle, il faut avoir une bonne alimentation, il faut avoir des bons aliments qu'on met dans notre estomac pour être en bonne forme, en bonne santé et avoir le cerveau qui fonctionne bien. Parce que c'est dans l'écosystème aussi humain, entre là et le deuxième cerveau, ça doit bien fonctionner. Ça fait partie d'un équilibre et une bonne alimentation est très importante. Et éviter les sucres, le gras et tout le reste et qu'on ne transforme pas trop les produits, aussi même en bio, et qu'on ait des produits fabriqués de plus nutritionnels possible. Oui. Beaucoup de pédagogie à faire quand même. Bon, d'accord. Oui, mais c'est le travail depuis des années et des années. Parce que c'est vrai que moi, je voyais le compteur en haut de notre écran, on en a pour 30 minutes, puis on m'envoie un SMS, attention, il faut boucler dans 10 minutes. Moi, je me suis fait un peu... Déjà un peu avoir. Mais c'est pas mal parce qu'on a parlé pas mal des questions qu'on voulait aborder après coup. Je reviens vers toi, Florence, sur les préinscriptions de Natexpo par rapport aux distributeurs. Est-ce que vous avez une vision du type de distributeur qu'on attend comme visiteur à Natexpo? Oui, on a... En 2 mots. Oui, non, je vais aller très vite. On a une bonne vision alors, et sur les exposants et sur les visiteurs. Sur les exposants, la nouvelle, pour ne pas citer celui de tout à l'heure, c'est que Naturalia expose pour la première fois aux côtés de Biocoop, aux côtés de Biomonde, aux côtés de la Vie Claire. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour cette année. Et puis, sur les préinscriptions visiteurs, toute la distribution spécialisée est déjà enregistrée. Toute la grande distribution est déjà enregistrée. Le e-commerce, bien sûr, est déjà enregistré sur une tendance ISO 2019. Et puis, ce qui nous rassure aussi, c'est qu'il y a eu des événements. Là, la semaine dernière, Cosmebio a fait une assemblée. Il y a le CIRA qui s'est terminé hier. Et ce qu'on entend quand même, c'est les gens qui se disent rendez-vous à Natexpo. Donc, c'est plutôt
plutôt positif. Est-ce que vous avez identifié un peu ces nouveaux magasins qui sont plutôt les magasins vrac, zéro déchet? Est-ce que vous avez fait une catégorie là-dessus? Est-ce que vous arrivez... On n'a pas fait de catégorie clairement là-dessus. Le vrac, on l'a ressenti beaucoup sur les exposants. Sur le secteur équipement magasin, on a beaucoup de nouveaux stands en vrac liquide, en vrac solide. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Sur les visiteurs, on n'a pas encore assez bien catégorisé. C'est quelque chose qui va venir, je pense certainement, vu l'incroyable progression du vrac là, ces dernières années. Je pense que ça va venir. Et puis, on va aussi travailler là-dessus, je pense, sur Lyon l'année prochaine. Je confirme, hein, nous, on essaie de tenir une base à jour des magasins vrac, hein, zéro déchet. Pour nous, on vient de passer le millier de points de vente il y a 15 jours. Voilà. Ouais. Parfait. Très bien. On avait un troisième point qui finalement sur la consommation, mais finalement, on a répondu beaucoup à cette question. Hein. J'avais une question, je vous la cite, mais on a déjà répondu, monsieur Ricordo. Le fait que votre activité fasse appel aux collaboratifs, donc à un public plus large, est-ce que les projets financés ne sont pas représentatifs de l'attente de consommation? Je crois qu'on a répondu à la question, hein, finalement, tout à l'heure. Si vous permettez, on passe, puisque vous avez déjà répondu. Vous ne voulez pas. Voilà. Ouais. Didier, c'est vrai qu'on avait une question, mais là aussi, on vient de répondre. Hein. Nous vivons quand même une ubiquité de la distribution des produits ici de l'agriculture biologique depuis quelques années. Aujourd'hui, l'accès à cette offre de produits biologiques est plus facile pour le consommateur que ce qu'on a connu, nous, il y a 20 ans, hein, où il fallait faire 30 km pour aller faire ses courses. Aujourd'hui, on va dans le magasin, déjà les magasins spécialisés, le maillage français, c'est fortement développé. On a plus de 3000 magasins bio aujourd'hui en France. Hein. Plus, c'est vrai qu'on a cette nouvelle catégorie qui vient des magasins vrac qui proposent beaucoup de bio. Hein. Donc, on a une offre partout, en GMS et dans tous les distributeurs. La question, c'est finalement, est-ce que cette ubiquité de distribution, est-ce que ce n'est pas elle qui a permis à atteindre ce marché de 13 milliards d'euros? Tu pourrais nous répondre, mais très rapidement à cette question. Ah oui, très certainement, mais les jardineries aussi, hein, on a un exemple avec Botanique, avec d'autres. Il y a des circuits qui se sont élargis aujourd'hui, l'épicerie fine, etc. C'est grâce à ce développement de ces réseaux et ces points de vente qui ont permis à un plus large public de pouvoir s'approvisionner en produits bio. Oui, c'est ça. Et demain, il faut continuer sur cette lancée. Vincent Justin, j'avais quand même une question sur la consommation. Est-ce que les consommateurs de votre enseigne viennent par conviction pour éviter le gaspillage ou est-ce qu'ils viennent pour un facteur prix? Parce que c'est quand même, est-ce que ce n'est pas le premier critère? Le consommateur, il vient chez nous finalement, parce qu'on sait très bien que c'est des prix, des produits qui ne sont peut-être pas parfaits, mais qui ont un prix imbattable. Alors, clairement, évidemment, en fonction du pouvoir d'achat des consommateurs, la priorité et la motivation initiale pour venir chez nous n'est pas forcément la même. Mais bon, autour de cette table, qui est indifférent au prix des produits alimentaires qu'il achète? Tout le monde est sensible à ça. Par contre, à chaque fois qu'on interroge nos clients, clairement, ce qui arrive en tête, c'est l'éthique et la raison anti-gaspillage qui est associée au projet, qui mettent en première motivation d'achat. Alors évidemment, le prix est intéressant et les gens viennent aussi parce qu'ils ont envie de consommer un peu moins cher et on parle beaucoup des produits bio. Je sais qu'on arrive notamment à avoir des fruits et légumes bio dans nos magasins, notamment par exemple à Paris, à des prix qui sont décents, là où beaucoup de distributeurs abusent clairement sur les marges des fruits et légumes bio. Donc, les gens reviennent aussi, pas forcément pour rechercher un décrochage prix, parce qu'encore une fois, on rémunère correctement nos producteurs et c'est un point d'intention qui est très, 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 très fort pour nous. C'est de acheter ces produits qui auraient dû être écartés à un prix pas trop décoté. On n'a pas une approche de déstockeur où c'est des rabais de 80-90% qui sont demandés. Nous, on reste sur une remise raisonnable qu'on octroie ensuite au consommateur final. Mais c'est clair qu'on a toute une partie de consommateurs, et je pense notamment, par exemple à Paris, des étudiants ou des personnes âgées avec des petits budgets qui sont heureux de pouvoir acheter des fruits et légumes bio à un budget raisonnable, là où c'est beaucoup plus difficile de le trouver chez les distributeurs généralistes. Merci. Florence, à chaque édition de Natexpo, on apprend beaucoup de choses sur la consommation. Hein. On a beaucoup de forums, de conférences là-dessus. Cependant, par rapport aux exposants, aux nouveaux exposants, est-ce qu'il y a des exposants qui abordent la consommation de manière différente?
Je crois qu'ils répondent, les exposants répondent aux attentes des consommateurs, en fait. Ce dont on s'est rendu compte tout à l'heure, ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est que ils attendent un certain nombre de choses. Le simple bio, ça suffit plus aujourd'hui. On veut pas que du bio. C'est ça qui va aider, je pense, enfin, permettre de redécoller. C'est qu'il faut du local, il faut du respect de l'homme, il faut du respect de l'environnement, il faut de la transparence, il faut que ce soit produit ici. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Et ça, vraiment, oui, les exposants s'en sont rendus compte. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, d'ailleurs. Et ce sera abordé en conférence. Ce sera abordé en conférence, bien sûr. Allez, on aborde le dernier thème qui est l'économie circulaire. On n'a que quelques minutes. Mais je recommence avec Vincent Justin. Dans notre magazine de mars-avril dernier, on abordait un article qu'on nommait « En route vers l'économie de l'anti-gaspillage ». Je suppose que ce titre doit vous parler déjà, oui. Est-ce que pour vous, l'anti-gaspillage est-il un aspect de l'économie circulaire? En fait, est-ce que l'anti-gaspillage est une économie? Alors, l'anti-gaspillage est clairement une économie, puisqu'on crée de la valeur auprès de producteurs et de transformateurs là où il n'y en avait pas. Donc, on crée une valeur économique nouvelle et on crée également une filière, puisque typiquement, il y a des personnes qui sont embauchées à la RSE dans certaines petites PME, là où ça n'existait pas auparavant. Et on a toute une filière d'emballage pour ces produits-là qui auparavant étaient jetés, de distribution, de promotion, qui concerne aujourd'hui tout un tas d'acteurs. Et donc oui, c'est une économie à part entière. Après, évidemment, ce n'est pas une économie isolée du reste. Et l'enjeu, c'est de pouvoir à la fois rester en circuit court, parce que c'est aussi le sens de votre question. Nous, on est très attentifs quand on implante un magasin à d'abord aller chercher autour de producteurs locaux plutôt que de faire voyager des camions d'un bout à l'autre de la France. Ça, c'est un point essentiel. Et je rejoins tout à fait ce que Florence disait, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent tout. Et ils ont bien raison. Ils veulent pas de maltraitance animale, ils veulent des produits bio, ils veulent du local, ils veulent du pas trop cher. Et donc, oui, il faut répondre à l'ensemble de ces besoins. Et le circuit court intégré dans notre lutte de combat contre le gaspillage est un élément essentiel. Et il faut pouvoir répondre, essayer d'être le plus vertueux possible sur l'ensemble des données que compose la distribution alimentaire. D'accord. Dites-moi, ça représente quoi le bio chez nous? L'anti-gaspi, on impose nous 30% minimum de bio à nos directeurs. Ah oui. Après, notre combat, il est d'abord de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, si on a des kilos de tomates qui ne sont pas bio, mais qui s'apprêtent à être jetés, on les achète avec plaisir. Mais en tout cas, les consommateurs attentifs au bio peuvent repérer chez nous avec un petit label tous les produits bio et on s'attache à ce qu'il y ait au minimum 30% de produits bio dans un magasin. Et à Paris, région parisienne, c'est 100% de l'offre de fruits et légumes qui est en bio. On est d'accord. Vous n'avez pas un assortiment permanent, finalement, vous, avec l'anti-gaspillage. C'est-à-dire que vous mettez avant l'anti-gaspillage, avant l'expérience, les besoins du consommateur, finalement. Le consommateur ne retrouve pas son assortiment classique dans tous les magasins. Vous, ça bouge sans arrêt et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, il y a plein de clients qui sont aussi très contents de découvrir des nouveaux produits, des choses un peu différentes, des produits de petits producteurs, de petites PME locales qui n'ont pas forcément leur place ou qui sont mal mis en valeur chez les gros distributeurs. Et donc, c'est une autre façon de faire ses courses, en fait. C'est-à-dire qu'on se laisse surprendre par des produits, on découvre des nouvelles choses et on sort de la routine et du ronron d'acheter toujours les mêmes types de yaourts, les mêmes types de fromages, etc. Donc, c'est une façon un peu plus créative de faire ses courses avec une contrainte. C'est que si on est attaché à tel ou tel produit, on n'est pas sûr de le trouver, effectivement. Mais la contrepartie, c'est qu'on sort de la routine et on crée un peu plus. D'accord. Didier, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est quand même intéressant ce petit webinaire parce que d'un côté, on a le financement, de l'autre côté, on a de quoi éviter le gaspillage en ne perdant pas d'argent. Quelque part, c'est le but. Intéressant. La réaction rapide du président de Synabio sur… Non, mais c'est très intéressant de voir l'évolution des cultures et de nos fonctionnements. Et en plus, notre société qui gaspille quasiment 25% de sa partie alimentaire, ça fait plaisir qu'il y a des circuits qui trouvent une solution. Ce n'est pas le tour de crier, de dire voilà, il y a une solution et qui est apportée par ce type d'épicerie que nous propose Vincent. Et je pense que c'est appelé à se développer. Mais ça peut permettre aussi des petites entreprises, à des
agriculteurs de pouvoir écouler leurs marchandises, parce qu'on sait ce que c'est, il y a la surproduction à un moment donné, c'est saisonnalité, etc. Donc, il y a moyen de faire de la conserve, mais là, quand on peut avoir un circuit, je pense que ça intéresse certainement pas mal d'agriculteurs qui font des produits frais, qui ne savent pas sur les marchés émettre, et en plus, je suppose, avec moins d'intermédiaires, ce qui fait qu'en termes de prix, ça peut être compétitif. Mais je pense que la diversité des circuits, c'est la richesse aussi de notre système économique, et qu'il faut savoir rebondir et peut être créatif. Pour moi, j'ai pas d'a priori. Au contraire, plus il y aura de consommation de produits bio, plus il y aura d'agriculteurs bio, et plus se développeront à la fois chaque segment d'activité, que ce soit la transformation, que ce soit le secteur. Nous, ce qu'on essaie aussi, c'est de convertir des petites PME dans les territoires nationaux. Cécile est vaste, notre territoire, il n'y a pas que Paris, il y a plein d'autres villes, de développer un tissu de PME qui se reconvertissent à des produits de qualité et qui justement font de plus en plus de bio. On parle beaucoup de conversion agricole, mais il y a des conversions aussi de PME dans nos territoires, avec des savoir-faire de production plus traditionnels et qui sont intéressants à développer, plus des innovations et des créations, comme ça a été évoqué tout à l'heure par le deuxième Vincent, et qu'on voit qu'on est un peuple qui sait se remettre en question, et c'est cette dynamique apportée par cette jeunesse, avec entre un mélange de digital, de retour à la nature, des produits vrais et du contact humain. Ce mix fait un ensemble d'offres de choix intéressants et rassurants dans un monde économique qui se cherche en ce moment, où on ne sait pas où on va, et qui a une incertitude, une peur. Là, on amène de la sécurité parce qu'on est capable de répondre à un consommateur à son inquiétude sur le plan alimentaire. On s'est rendu compte pendant cette période de crise, on a explosé nos ventes, et nos outils de fabrication ont explosé pendant les mois où vraiment on ne sait plus où acheter les produits. Il n'y avait pas que la GMS, il y avait d'autres circuits qui existaient. Et on a été là, on a répondu présent, et ça a permis à certains pans d'activité d'exister. Et il y a encore un avenir certain, j'en suis convaincu, que c'était l'avenir de demain, comme on le voit. Et je suis assez optimiste. Il y a des choses qui se créent, et des salons comme Natexpo permettent de brainstormer et de brasser tous ces gens-là qui vont se rencontrer et échanger dans ce monde du bio qui est un bel avenir. Voilà. C'est vrai qu'on doit finir ce webinaire. Moi, ce que je note, c'est que nos deux Vincent, qu'on ne connaissait pas, je ne vous ai pas eu au téléphone avant ce webinaire, on n'a pas pu échanger, on s'est un peu raté. C'est du direct. Pour moi, vous êtes quand même des enfants de la bio. Vincent Ricordos, vous me rappelez le début quand on connaissait la NEF dans les années 90, où on cherchait des épargnants, je ne sais pas si vous connaissez, la NEF, qui est un organisme financier, ils allaient chercher les épargnants pour financer des TPE même, de la bio. C'était des investissements à risque pour cet organisme financier qui existe toujours. Vincent, Justin, c'est vrai que vous me faites penser quand même au vrac. Le vrac en magasin bio, les premiers silos que j'ai vus de ma part, c'était à Natexpo, non, c'était à Dietexpo, donc le nom avant Natexpo, c'était en 2003, c'était Biocréation Bois à l'époque, où je n'avais pas compris, je vais vous dire quelque chose, je n'avais pas compris, je vois un stand où on proposait des silos en plastique, et je me rappelle de ma réaction en disant, mais monsieur, vous voulez vendre du plastique dans des magasins bio? Je voyais la réaction, en vérité, c'était le contenant, effectivement, donc c'est vrai que tout ça, la bio, si vous reprenez la genèse, c'est du bon sens. Et tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, finalement, c'est du bon sens. Et c'est vrai que le collaboratif amène un bon sens collectif et finalement judicieux. Je pense qu'effectivement, il est plus intéressant d'avoir du financement d'une plus grande population qui représente plus les consommateurs et le potentiel de marché. Et vous, Vincent Justin, excusez-moi, c'est vrai que vous reprenez une base. Le gaspillage en bio, produire en bio, c'est tellement compliqué. Ça a toujours été compliqué de faire du gaspillage en bio pour un agriculteur et tout ça. Donc, vous reprenez quand même la genèse de tous ces points-là. Donc, oui, comme je vous dis, vous êtes quand même, si vous le voulez ou vous ne le voulez pas, des enfants de la bio. C'est des idées qui sont nées déjà dans les années 70 dans notre secteur. Voilà un peu dans ma conclusion. Florence, je te laisse la parole. Je crois qu'on a un peu débordé. Désolé les organisateurs, ok. Mais bon, c'est pas grave. On a débordé un petit peu. Alors, il y a pas mal de questions. On n'a pas pu répondre aux questions. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de transmettre des adresses mail
Oui. pour au moins répondre aux personnes en direct pour pas créer de frustration. En tout cas, merci à vous quatre d'avoir pris de votre temps pour participer à ce webinaire. Le prochain sera après NatExpo. NatExpo, c'est du 24 au 26 octobre à Paris-Villepinte. Pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés, faites-le. Ça sera riche. Riche en affaires, riche en échanges, riche en émotions, riche en retrouvailles. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt et merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Ravi de cet échange. Au Allez, revoir. à bientôt. Donc, Merci. Vincent Ricordo, on se retrouve. Hein. Allez, le Vincent. Au revoir. Allez, au revoir. Allez.